L'essentiel, la suite. On va plus loin à présent avec Marc Semo, collaborateur à l'hebdomadaire Challenge et au journal Le Monde. Bonjour Marc. Bonjour. Et Cyril Payen, grand reporter ici à France 24. Bonjour Cyril. Bonsoir. Au sommaire ce soir, on va plus loin. L'Iran assure négocier de toutes ses forces pour empêcher un rétablissement des sanctions. Début des discussions à Genève avec les Européens. Dimanche, le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, avait lui fermé la porte à toute négociation avec les Américains, alors que l'Australie expulse de son côté l'ambassadeur iranien après 2 attentats antisémites sur son sol attribués à Téhéran. Les États-Unis arrêtent d'échanger du renseignement avec leurs alliés sur l'Ukraine. Un nouveau coup dur pour les Ukrainiens alors que Volodymyr Zelensky lui attend toujours une éventuelle rencontre avec Vladimir Poutine. On en parle. Que cherche à faire l'Iran, accusé d'inciter à des troubles et des actes antisémites par l'Australie, refusant tout compromis avec les Américains par la voix du guide suprême Ali Khamenei? Voilà Téhéran qui assure dans le même temps vouloir tout mettre en œuvre pour empêcher un rétablissement des sanctions internationales par le biais de négociations entamées ce mardi avec les Européens. Théâtre de cette réunion, Genève, en Suisse. Rebecca Martin. Les Européens vont-ils rétablir des sanctions contre l'Iran? Ils avaient renoncé à le faire en 2018 après le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord de Vienne en contrepartie d'échanges commerciaux avec Téhéran. Mais aujourd'hui, Européens et Iraniens s'accusent mutuellement de ne pas tenir leurs engagements et se renvoient la balle. Les discussions avaient déjà capoté à Istanbul en juillet dernier. Les parties européennes ont été fautives et négligentes dans la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire. Pire encore, à la suite de l'agression militaire du régime sioniste, non seulement elles se sont abstenues de condamner l'acte, mais à travers certaines déclarations, elles ont effectivement tenté de justifier l'agression. La guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran en juin dernier a mis le feu aux poudres et les points d'achoppement sont aujourd'hui nombreux. Tout d'abord, les Européens exigent que les Iraniens retournent à la table des négociations avec les États-Unis, ce que Téhéran refuse catégoriquement. La situation est insoluble. Le président américain veut que l'Iran obéisse aux ordres des États-Unis. C'est une offense et une insulte à la nation iranienne. Autre point de blocage, la reprise des inspections par l'AIEA des infrastructures nucléaires iraniennes, suspendues depuis les bombardements israéliens et américains. Les États-Unis, qui avaient notamment visé les sites de Fordo, Natanz et Ispahan, assurent avoir anéanti les capacités nucléaires de leur ennemi juré. Mais la communauté internationale s'interroge. Quel a été l'impact réel de ces frappes et où se trouvent les stocks d'uranium enrichi, déplacés selon certains experts, avant les bombardements? Objectivement, on peut dire qu'il y a eu évidemment une réduction dans les capacités iraniennes. Ce lundi, la Russie a réaffirmé son soutien au droit à l'enrichissement d'uranium de Téhéran, qui maintient que l'Iran ne cherche pas et ne cherchera jamais à fabriquer des armes nucléaires. Pourtant, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran est le seul pays non doté de l'arme nucléaire à enrichir de l'uranium à 60%, bien loin des 3,67% fixés par l'accord de Vienne. Un accord qui sera définitivement rendu caduc en octobre prochain, 10 ans après sa signature. Et c'est justement à cette échéance et le taux d'enrichissement atteint par l'Iran qui pousse les Européens à passer à la vitesse supérieure. Marc Semo, concrètement, l'Iran a vraiment le choix aujourd'hui. On s'interroge, quels sont les leviers véritables? À quoi joue finalement Téhéran dans cette négociation? Il y a 2 choses. Pour le moment, il y a un compte à rebours. Effectivement, comme le disait très bien votre journaliste, l'accord arrive à échéance le 18 octobre. Et le compte à rebours est même encore plus court, puisque la Russie va prendre la présidence du Conseil de sécurité. Et donc, il s'agit, avant la fin août, d'arriver ou à se convaincre les Iraniens de reprendre réellement les négociations. Bon, c'est un pari. Vous n'y croyez pas. Mais ou sinon de rétablir ce mécanisme de snapback qui a été intelligemment mis dans l'accord de 2015, qui permet de rétablir les sanctions en contournant tout possible veto de la Russie et de la Chine. Alors, les Européens, pour le moment, sont fermes. Il faut espérer qu'ils le resteront. Effectivement, les Iraniens, aujourd'hui, sont dans une situation, dans leur logique, assez difficile. Ouais. Leur stratégie de défense
et de lutte contre Israël, qui était basé sur cet arc de feu autour d'Israël avec tous les proxys, etc., a été complètement dévasté par les guerres avec Israël et une partie de sa hiérarchie militaire, des gardiens de la Révolution, de son arsenal antiaérien, etc., a été dévastée pendant la guerre des 12 jours. Une partie du programme nucléaire aussi. On ne sait pas jusqu'à quel point. Là-dessus, il y a des polémiques. Le chef du renseignement militaire américain a été viré parce que lui disait que ça retardait de plusieurs années, mais il ne disait pas que ça a été anéanti. Donald Trump proclame qu'après les bombardements américains sur Fordo, ça a été anéanti. On ne sait pas ce qu'il en est. Mais donc, pour le moment, les Iraniens sont dans une situation simple où ils décident d'une manière ou d'une autre de trouver un compromis, ce qu'a espéré pendant un moment Pezeshkian, le président qui est semi-réformiste, etc. Ou au contraire, comme ils n'ont plus rien d'autre, il ne leur reste qu'à foncer à fond dans le nucléaire, ce qu'est la ligne des durs d'Ali Khamenei, des gardiens de la Révolution, et ces prochains jours vont être à cet égard résolutifs, avec un risque de nouvelle escalade, parce que de tous les côtés, aussi bien en Iran qu'aux États-Unis et qu'en Israël, on sait que cette guerre n'est pas finie. L'Iran prêt à sacrifier son économie et sa paix sociale pour cette assurance vie que représente le nucléaire, Cyril Payen? Je crois qu'on est au-delà même de la question domestique ou de survie idéologique, doctrinaire du régime iranien. On est, à mon sens, dans la tectonique des plaques d'un acte 2 de cet emballement de la soldatesque au Proche-Orient. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu ce qui était impensable il y a encore quelques mois. C'est-à-dire cette guerre de 12 jours, Israël qui finalement frappe directement l'Iran, les Américains qui bombardent et qui va en fait faire cet accélérateur dans les relations internationales et qui va donc révéler et acculer, notamment l'Iran, et forcer, pour rentrer dans le jeu, exister un peu les Européens à avoir un discours de fermeté, parce qu'apparemment, il semble dans les services diplomatiques que du côté iranien, on est un peu surpris par cette fermeté sur ce dossier des Européens qui les accule, mais c'est aussi pour eux une manière d'exister, parce que celui qui décide, in fine, c'est quand même Washington, Donald Trump, avec ses imprévisibilités, évidemment, qui sont devenues proverbiales. Mais tout cela risque, exactement comme le résultat de cette guerre de 12 jours, dont on sait qu'elle n'est pas terminée, il va y avoir certainement aussi un autre acte, un acte 3, un acte 4, eh bien, elle révèle ces bas les masques, et donc ce sont les doctrinaires, les partisans, comme le disait Marc, de la ligne dure, qui se révèlent et qui tiennent la corde pour l'instant. Et donc, pour répondre à votre question, évidemment, ils sont prêts à tout sacrifier, on l'a vu de toute façon, hein. C'est vraiment de la doctrine. Donc pas d'avancée à attendre a priori à Genève en matière de signe de bonne foi de l'Iran qu'elle ne cherche pas à se doter de l'arme nucléaire? Il y a un point crucial qui est celui du droit à l'enrichissement. Il y a eu un peu de flou au début avec les États-Unis, avec Witkoff comme d'habitude, qui ne comprend pas vraiment ce qu'on lui dit. Depuis, Trump a dit clairement aucun droit à l'enrichissement, c'est aussi la position d'Israël et des plus durs. Les Européens là-dessus sont un peu plus ambivalents, mais ils suivent. Donc pour l'Iran, renoncer à son droit à l'enrichissement, c'est la capitulation totale. C'est inacceptable pour le régime, et c'est d'ailleurs en partie ce que veulent les plus durs, de pousser le régime à la faute jusqu'au moment où il sera anéanti. Alors, le TNP ne garantit pas, contrairement à ce que dit l'Iran, un droit à l'enrichissement. Il permet aux pays signataires d'avoir un nucléaire civil, avec un enrichissement. Mais un enrichissement qui n'a rien à voir avec l'enrichissement à 60%, ensuite, très rapidement, après les 60% à 90%, qui est uniquement pour le nucléaire militaire. Donc, le simple fait que l'Iran a fait cet enrichissement à 60% est déjà en soi un aveu de la réalité de la dimension militaire de leur programme, même s'ils n'ont cessé de clamer qu'eux ne veulent pas l'arme nucléaire. Remettre en œuvre des sanctions dans un pays qui est déjà très affaibli économiquement et quasiment isolé, si ce n'est son partenariat avec la Russie et peut-être la Chine, ça aura un quelconque impact. C'est difficile à quantifier. On sait que c'est le pays du monde, encore ça aussi facile, c'est statistique, mais le plus sursanctionné de la planète, sur plein d'égards, le système bancaire, le pétrole, on le sait. La vie est extrêmement dure pour les Iraniens, elle l'est de plus en plus.
Est-ce que, oui, contribuer davantage à l'isolement qui est contournable de toute façon, on le sait, avec des pays amis comme la Chine ou la Russie, ou en tout cas le monde, l'autre partie du monde global, c'est difficile à dire, mais il est certain que les Iraniens vont tenter d'échapper, enfin en tout cas à cet isolement absolu et total, puisque ça rend encore plus difficile la survie de l'aile dure du régime, qui va rendre indéfendable ces mesures. Comment comprend les propos de l'ayatollah Khamenei qui qualifie d'insolubles les problèmes avec les États-Unis, ce faisant qui ferme la porte finalement à toute négociation possible avec Washington, dont on sait qu'il détient pourtant une supériorité militaire évidente. C'est des choses qu'on dit, on peut ensuite changer, on peut quand même négocier, voilà. Mais l'autre dimension de cette crise aujourd'hui, ça va être aussi un vrai test de la Russie, pour la Russie. Parce que jusqu'ici, la Russie, sur le dossier du nucléaire iranien, a plus ou moins joué le jeu. Parfaitement conscient du risque prolifératoire, je ne sais pas si ça se dit en France, de prolifération en tout cas, on aura compris. De prolifération qu'aurait évidemment une bombe iranienne dans les pays voisins, Arabie, dans le monde arabe, dans tout le Moyen-Orient, etc. Ensuite, est-ce que la Russie va rester maintenant sur la même ligne ? C'est à voir. Parce que justement, la Russie a reçu l'aide de l'Iran pour sa guerre en Ukraine, notamment les tristement fameux drones Shahid. Oui. Bon, maintenant, la Russie les fabrique sous le nom de Géranium 2 et 3, mais enfin bon, c'est quand même le modèle. Qu'est-ce qu'ils ont donné en échange aux Iraniens, c'est difficile à savoir. Donc quand même, est-ce qu'aujourd'hui la Russie n'est pas dans une situation où elle risque d'être ambivalente sur cette question ? C'est aussi une des questions qu'on peut se poser par rapport à l'avenir de ces négociations. Oui, peut-être un Conseil de sécurité moins uni dans une volonté d'empêcher toute prolifération nucléaire, Cyril Payen ? Indéniablement. De toute façon, le monde a changé. Le rationnel des relations internationales a changé. On l'a bien vu avec l'avènement de Donald Trump, bien évidemment, le champion du bilatéralisme qui a fait exploser toute notion de multilatéralisme, et puis même la notion de multilatéralisme qui a changé avec la montée en puissance de ceux qu'on n'entendait pas, qu'on n'écoutait pas. Exactement. Voilà. Et ces attaques antisémites à présent aussi en Australie. Écoutez ce qu'en disent la ministre des Affaires étrangères et le directeur général des services de renseignement australiens. Ces actes d'agression extraordinaires et dangereux orchestrés par un État étranger sur le sol australien ont dépassé les bornes. C'est pourquoi nous avons déclaré l'ambassadeur d'Iran en Australie ainsi que 3 autres responsables iraniens persona non grata. Ils ont 7 jours pour quitter le pays. Notre enquête minutieuse a permis de dévoiler et de démêler les liens entre les crimes présumés et les commandants du corps des gardiens de la révolution islamique. Ils ont utilisé un réseau complexe de mandataires pour dissimuler leur implication. Alors voilà, il s'agit de 2 actes antisémites commis en 2024, 2 incendies criminels, l'un contre un café, Kasher à Sydney, et l'autre une synagogue à Melbourne. 2 parmi une multitude d'autres, puisque environ 2000 actes ont été répertoriés par les autorités australiennes dans les mois qui ont suivi les attentats du 7 octobre. Toujours est-il que ces accusations... elle renvoie d'une certaine manière l'Iran à son passé d'État sponsor du terrorisme. Marc Sémon, on se souvient d'un certain Wade Gorgi qui avait été interpellé, qu'on avait cherché à interpeller à l'ambassade d'Iran, ici même en France, dans les années 80. Oui, mais surtout, une des, entre guillemets, spécialités des Iraniens ont été les attentats antisémites à l'étranger. Je rappellerai simplement l'exemple de l'Argentine avec les 2 attentats qui avaient fait, dont un qui avait totalement détruit le bâtiment de la communauté juive, qui avait fait plus de 100 morts, qui étaient des attentats, qui n'ont d'ailleurs jamais été jugés parce que les enquêtes ont été enlisées via les pressions variées, etc., notamment de l'Iran sur les autorités péronistes argentines pendant des années. Ouais. Mais le procureur d'ailleurs qui s'en occupait a été apparemment tué, mort dans des circonstances bizarres, mais tous les éléments ont convergé sur des attentats organisés par le Hezbollah avec le soutien de l'Iran dans les années 90. Donc c'est une stratégie classique que fait l'Iran. Il est d'une certaine façon dans la logique de l'Iran. Après l'affrontement direct avec Israël, après la défaite cuisante qui leur a été
qu'ils ont subis, même si ces attentats sont antérieurs, de relancer ce genre d'action terroriste dans les pays occidentaux. Et maintenant, c'est l'Australie. On peut craindre qu'il y en ait d'autres, et notamment en Europe. L'Iran prêt à redevenir un rock state, comme on les appelait, un État voyou infréquentable. C'est ce qu'on prédisait un petit peu quand il y a eu cet affrontement direct et frontal qu'on ne pensait pas, parce qu'en fait, il y a eu l'élimination un par un des affidés, des proxys, tout ce qui faisait dans la sphère iranienne la guerre pour l'Iran, en tampon. Le Hezbollah, on l'a dit, au Liban, qui a été mis à genoux en un mois au Liban. La Syrie, les milices chiites d'Irak, évidemment. Les Yéménites, les Houthis ne sont pas en reste. Donc, effectivement, on pouvait prédire ce retour-là. Alors après, il y a aussi, encore une fois, la géopolitique. Là, je vais vous citer une déclaration du ministre des Affaires étrangères iranien qui, pour une fois, dit, je le cite, qu'il est d'accord avec la déclaration de Benyamin Netanyahou, selon laquelle le Premier ministre australien est faible, weak. Donc, c'est un trait d'humour pour dire qu'en fait, tout cela, c'est une invention, récusant évidemment ces accusations d'attentats antisémites, selon lequel c'est uniquement parce qu'ils doivent faire payer le prix de l'engagement pro-palestinien du peuple australien. Ce sont ces propos. Et donc une manière, en fait, d'expliquer que ces accusations sont faites pour faire plaisir à Israël et à Washington, pour contrebalancer des engagements, contre des engagements plutôt pro, notamment sur la reconnaissance de l'État palestinien qui sont laissés qui flottent un petit peu, à quelques semaines de l'Assemblée générale des Nations Unies, où un certain nombre de pays vont reconnaître l'État de Palestine. Ça peut être aussi résumé à cela. Tandis que du côté d'ailleurs d'Israël, on dit voilà ce qu'il en coûte pour les États qui reconnaissent la Palestine. Donc c'est compliqué. Ils ont quand même sur leur sol une surenchère d'États comme l'Iran. On en vient à la situation en Ukraine, alors que Kiev reconnaît pour la première fois une percée de l'armée russe dans la région de Dnipropetrovsk, avancée que revendique Moscou depuis le mois dernier déjà. Voilà qu'on apprend par la chaîne américaine CBS que Washington ne partage plus avec ses plus proches alliés les renseignements concernant les négociations sur l'avenir de l'Ukraine. Sonia Ghazali, dites-nous en plus. Alors, ce qui a été révélé par la chaîne de télévision CBS News, c'est un mémo qui a été signé le 20 juillet par Tulsi Gabbard, qui est la directrice du renseignement national américain. Et ce document ordonne que toutes les informations liées aux négociations de paix entre Kiev et Moscou soient classées no foreign, ce qui signifie interdite de diffusion aux alliés étrangers. Et cela concerne même le réseau Five Eyes. Alors le Five Eyes, c'est une alliance historique de renseignement qui a été formée pendant la Seconde Guerre mondiale et qui regroupe les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et depuis des décennies, ces 5 pays s'échangent en temps réel des renseignements, des images satellites, des analyses. Et ils sont souvent d'ailleurs décrits comme un même système de renseignement à 5 têtes plutôt qu'une simple alliance. Et pour vous donner un exemple concret de leur collaboration étroite, après les attentats du 11 septembre 2001, c'est ce réseau qui a permis aux États-Unis et à leurs alliés d'échanger rapidement des informations sur Al-Qaïda et d'organiser ce qui a été la réponse antiterroriste mondiale. Alors voir Washington aujourd'hui fermer le robinet d'informations sur les négociations de paix à ses partenaires les plus proches, c'est donc assez exceptionnel et c'est aussi un signal fort puisque c'est en rupture totale avec 80 ans d'un automatisme où tout était partagé et bien sûr, c'est une source d'inquiétude en Europe comme dans le monde anglo-saxon. Pour être bien clair, il n'est pas question là des renseignements donnés à Kiev par les Américains dans le cadre de la guerre avec la Russie. Alors non, les États-Unis affirment que les renseignements opérationnels, c'est-à-dire les informations satellites, les interceptions, les alertes sur les frappes, continuent bien d'être partagés avec l'Ukraine pour sa défense sur le terrain. Ce sont ces données qui permettent à Kiev d'anticiper et de frapper les positions russes. Mais politiquement, le signal est fort et préoccupant parce que si Washington limite déjà les flux d'informations à ses alliés sur le volet diplomatique, certains craignent qu'un jour la même logique ne s'applique aux militaires. Et dans une guerre où la supériorité du renseignement est cruciale, la moindre restriction pourrait peser lourd. Merci Sonia Ghazali en direct de Washington. Marc Semo, les États-Unis avaient déjà fermé pendant une semaine le robinet à infos, le robinet à images aux Ukrainiens, qui d'ailleurs en avaient lourdement pâti. Oui, mais c'est ça la crainte ? Non, c'est pas ça. Il y a déjà, là c'est différent. C'est effectivement surtout le renseignement qui concerne les négociations en cours. Et c'est plutôt inquiétant que les Américains décident de ne pas partager le renseignement sur les négociations en cours, déjà à un moment où on a l'impression que de nouveau Donald Trump se fait manipuler par les Russes, par Poutine, et que déjà il
question cruciale comme celle du cessez-le-feu, il a totalement abandonné cette revendication pourtant essentielle, comme on le voit maintenant avec les attaques sur Dnipropetrovsk, d'un cessez-le-feu immédiat inconditionnel comme préalable à toute discussion. Mais ça pose aussi surtout la question de ce qu'est le renseignement américain à l'époque de Trump. La patronne qui coordonne l'ensemble du renseignement, qui était cité par votre journaliste, Dulcie Gabbard, est quand même un personnage pour le moins inquiétant. Alors, c'est une ancienne élue démocrate d'Hawaï, mais qui a été toujours pro-russe, pro-Bachar al-Assad. Elle s'est rendue en 2017 à Damas, il fallait quand même le faire, rencontrer Bachar al-Assad. Elle est d'origine indienne et membre d'une secte hindouiste qui est islamophobe et anti-gay. Donc déjà, c'est pas un personnage très rassurant. Et le patron du FBI, est lui aussi un personnage de la même veine. Donc les deux piliers quand même des 18 agences de renseignement américains sont déjà oblitérés par quelque chose qui met en cause quand même la crédibilité que l'on peut avoir en eux. On se rappellera, juste je terminerai là-dessus à cet égard, que Donald Trump, en 2018, quand il avait rencontré Vladimir Poutine, s'était totalement fait rouler dans la farine au point de sortir en disant que de croire plutôt Poutine que ses renseignements de l'époque à propos des ingérences russes dans la campagne américaine. Là, effectivement, il a totalement privilégié la loyauté sur la compétence dans ses nominations, et on peut effectivement craindre le pire pour les négociations, mais même pour le reste après. Cyril Payen, l'entrave à ces échanges de renseignements entre alliés, ça indique quoi? La fin d'une forme d'atlantisme, ou en tout cas un indice de plus que l'OTAN aujourd'hui est mal en point. Au-delà de ça, le fil à la patte de Donald Trump que beaucoup pressentent avec la Russie. Difficile à dire, c'est qu'en tout cas pour revenir, et c'est vrai sur la qualité des services de renseignement américains, je rappelle que eux, contre tout le monde, avaient annoncé l'offensive lancée par Vladimir Poutine, puisque beaucoup prenaient des engagements en Europe notamment, en disant on n'y croit absolument pas, et les plus experts. Donc une énorme qualité extrêmement l'Ukraine elle-même n'y croyait pas. Absolument, dont Zelensky lui-même. Donc ça c'est dit. Oui, l'effet tout de suite aussi, c'est divisé pour mieux régner de la part de Trump, parce que si on n'échange plus les informations aussi cruciales sur le plan diplomatique ou politique, il n'y aura pas d'alignement ou de coordination des alliés sur leur position. Et ça, en ce moment, avec l'Ukraine, on est en temps réel. Donc c'est un vrai écueil. Alors maintenant, est-ce que et pourquoi le président Donald Trump fait s'engage sur ce genre de voie? Effectivement, peut-être que lui, au nom de sa doctrine trumpienne, c'est-à-dire de l'échange, du deal, eh bien écoutez, privilégie et peut-être cet agenda, ce calendrier caché avec ce que vous avez dit, son trait de caractère qui est une forme d'innocence, de naïveté, ou en tout cas autrement dit de fascination pour Vladimir Poutine dont il ne se départ pas, et peut-être qu'il croit encore, eh bien, en gardant la main sur les informations aussi capitales, être capable de parler les yeux dans les yeux avec Vladimir Poutine pour obtenir, alors non plus maintenant on le sait, un cessez-le-feu, puisqu'il ne veut même plus d'un cessez-le-feu, mais ça change tous les jours, mais une paix dont on voit que sur le terrain qu'elle sera un confetti, enfin ça ne marchera pas. Lui aimerait bien voir Vladimir Poutine dans les yeux, c'est Volodymyr Zelensky. On voit toujours pas cette rencontre se matérialiser. Je ne sais pas s'il aimerait le voir les yeux dans les yeux, mais effectivement c'est à un moment ou à un autre un passage obligé pour arriver à un accord, mais pour le moment l'accord semble très loin, et c'est quand même une spécialité des Russes, avant des Soviétiques, de mener de pair des négociations que l'on fait traîner de façon éhontée, et en même temps continuer la guerre en marquant le plus de points. Ça a été valable à l'époque du Vietnam, en 75, ça a été valable en 73, ça a été valable pendant la guerre de Corée, ça a mis 2 ans entre le moment où les discussions de paix ont commencé et le cessez-le-feu final, qui d'ailleurs n'a jamais été un accord de paix. Donc voilà, donc on est dans cette logique-là. Il y a eu, je pense, un grand irénisme après la rencontre entre Poutine et Donald Trump en Corée. Voir le début je voyais déjà, ça y est, j'aurai mon prix Nobel de la paix. Il a fait un énorme cadeau à Poutine avec une réhabilitation diplomatique sur la scène internationale en refaisant l'égal des États-Unis, celui qui traite d'égal à égal avec les États-Unis. On a vu que ça a été absolument pour rien,
que Vladimir Poutine n'a cédé sur rien et au contraire a poussé de nouvelles exigences. Donc voilà, on est parti malheureusement sur un scénario où la guerre risque de durer encore longtemps, tant que Poutine pense que le temps joue pour lui. Ouais, signe de plus que Donald Trump maltraite ses partenaires. On l'a vu encore hier avec le président sud-coréen qui a été reçu pour le moins froidement à la Maison-Blanche au moment où Donald Trump se disait tout à fait prêt en revanche à revoir dès que possible Kim Jong-un. Exactement, c'est l'agenda géopolitique de Donald Trump, ça part un peu dans tous les sens, il faut s'y habituer, mais quand on a vu la manière dont les Européens sont venus le voir, on avait l'impression d'avoir un parrain qui donnait les bons points ou pas. Tout le monde voulait éviter le couac diplomatique, mais in fine, il n'y a pas grand-chose derrière. Ce qui est la seule certitude, c'est que du côté russe, du côté de Moscou, on avait engagé en 2022 une opération militaire, rappelez-vous-en, de 3 jours. Et bien aujourd'hui, Vladimir Poutine sait que le temps long est de son côté, il est résolument engagé dans une guerre longue, et ça lui profitera. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Cyril Payen, merci Marc Semo. Restez avec nous dans un instant, la suite de l'essentiel. Et vous le verrez, on a manifesté à Tel Aviv et Jérusalem avec une grosse affluence pour réclamer à la fin de la guerre à Gaza et le retour des otages. Vous voyez sur ces images en direct alors que se réunissait le cabinet de sécurité sans avancée notable concernant un éventuel cessez-le-feu.